Bonjour monsieur, dame, et bienvenue bien sûr à l'espace Gutenberg. Alors, bienvenue à l'espace Gutenberg, l'endroit où je ne sens pas le temps qui passe. Bonjour monsieur, dame, et bienvenue bien sûr à l'espace Gutenberg. Petit rappel historique, Gutenberg est né donc à Mayence en Allemagne, et puis, peut-être le savez-vous déjà, enfin, il a été 10 ans à Strasbourg, de 1434 à 1444, mais il n'a pas abouti. Bien qu'il ait créé une association avec 3 autres qui avaient mis de l'argent dans l'affaire, avec cet argent on a fait construire une presse d'imprimerie, de nombreux essais ont été faits, mais malheureusement sans résultat véritablement valable. Ce qui fait que Gutenberg va quitter Strasbourg, liquider cette association, et puis il va retourner donc à Mayence, sa ville natale, 180 km au nord-est de Strasbourg. Et très important, 6 ans après son retour à Mayence, en 1450, on lui prête une énorme somme d'argent. Alors vous comprenez bien que pour se faire prêter une somme d'argent aussi importante, il a dû montrer autre chose qu'un bout de chiffon froissé. Évidemment, l'imprimerie moderne, c'est-à-dire des temps modernes qui succèdent à la fin du Moyen-Âge, était née. Voilà pourquoi, aujourd'hui, avec beaucoup de justesse et d'à-propos, on parle de 1450, début de l'imprimerie moderne ou des temps modernes. Il a eu 15 à 18 collaborateurs, dont 6 compositeurs à la casse, ce que je vous montrerai tout à l'heure. Mais c'est lui, et j'insiste sur ce point-là, c'est lui et lui seul qui a mis au point lui-même tout l'outillage nécessaire. Voilà pourquoi on parle à juste titre d'inventeur. Ici, vous avez la reproduction de la première page du premier livre que Gutenberg et ses collaborateurs ont imprimé. Ça s'appelait, comme vous le lisez, la Bible latine à 42 lignes. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible, chacun sait que c'est la parole de Dieu, latine parce qu'elle était en latin. Alors pourquoi? La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'elle était en latin? C'est parce que le latin, c'était la langue des connaissances de l'époque. Et d'ailleurs, le latin est resté très longtemps en vigueur, pratiquement jusqu'au début on peut dire, du XVIIIe, donc encore en 1650, 1700, le latin était encore largement présent. Donc c'est la version latine de Jérôme, la Vulgate, et puis
42 lignes. Ça voulait dire qu'elle avait 42 lignes de texte par colonne et 1286 pages en 2 tomes, c'est-à-dire un volume de 648, un autre de 638 pages, de ce format-là, qui est un peu plus grand que A3. Exactement, chaque page fait 31 sur 43 cm. Voilà, et tout ceci a été imprimé sur des presses telles que celle-ci. Je vais vous montrer cela. Alors, un petit rappel historique aussi. Il faut savoir que ces presses, avec très peu de modifications, ont été utilisées pendant 400 ans jusqu'à 1850. Ça veut dire que tout ce qui a été imprimé dans le monde, jusqu'à cette date, l'a été sur des presses comme ça, ou à peu près comme ça, très peu de modifications, très peu de changements. Cela veut dire aussi que sans ces presses-là, vous et moi, on serait tous des ignares. Voilà, c'est ce qui a permis de multiplier le savoir, les choses de Dieu et le savoir des hommes. Pensons bien que ces presses, c'est un patrimoine absolument exceptionnel. L'imprimerie, c'est d'abord non seulement la reproduction d'un texte, mais surtout la multiplication d'un texte. C'est surtout la multiplication. Les copistes médiévaux faisaient un excellent travail, mais est bien sûr fort limité. Cela a permis de multiplier et de répandre le savoir. Et alors, nous allons imprimer une feuille. Donc, nous allons d'abord ancrer. Alors bien sûr, messieurs, dames, si je vous disais que le rouleau de caoutchouc est tout à fait conforme, semblable au temps de Gutenberg, certainement vous ne me croiriez pas, à juste raison. Alors, bien sûr que là, vous l'avez compris, j'ai ancré d'une façon moderne. Mais n'ayez pas peur, la maison ne reculant devant aucun sacrifice, nous allons vous montrer avec quoi on ancrait à l'époque. Vous voyez, on avait des balles d'ancrage. Alors, comment est-ce qu'on faisait? Eh bien, on prenait l'encre qui est une pâte. Ensuite, très important, on pressait ces balles d'ancrage, vous voyez, l'une contre l'autre. Pourquoi? Pour obtenir un film d'encre bien régulier. Et ensuite, on ancrait comme ça. Alors maintenant, je prends une feuille sur laquelle vous remarquez que la lettrine rouge a déjà été préimprimée. Voilà. On met sous presse et on presse. Alors, toute la presse, elle pèse 158 kg. Elle est faite de sapin et de chêne, de bois différents. Ici, ma platine de pression, vous voyez ce bloc de chêne contre-collé que je viens d'actionner ne pèse que 5 kg. Grâce à l'action de la vis, 8 cm de diamètre, plus le levier, merci monsieur Archimède, inventeur du levier en 230 avant Jésus-Christ, ça y est, il vous sort toute sa science, eh bien, nous avons 200 fois plus de force que les 5 kg, c'est-à-dire 1 tonne. Ce n'est pas le moment d'aller glisser un petit doigt là-dessous. Il y a réellement 1 tonne de pression sur l'ensemble de la platine de pression. Alors, la Bible était en gothique et en latin. Alors, vous remarquez que sur le côté de ces beaux versets, voyez, vous avez un bois gravé que j'ai trouvé dans mes vieux rossignols d'imprimerie, j'en ai pas mal à la maison, donc, et qui a été gravé à la main dans du poirier. Alors, on va aller à la composition.
Alors, approchez-vous, je vous prie. Je vais donc, tout ceci, d'abord, ces sortes de tiroirs de lettres, donc on les appelle des casses. C'est un mot qui vient de l'italien cassa, qui veut dire la caisse. Casse égale tiroir de lettres en jargon typographique. Alors, vous voyez, le typographe, il se tient devant la casse. Ici, c'est ma gauche, ici, c'est ma droite. En partant d'ici, de gauche à droite, et par ordre alphabétique, nous avons les grandes lettres, les capitales, les majuscules. Maius grand, minus petit en latin. Dans le rectangle supérieur droit, en haut à droite de la casse, alors là, les choses se compliquent. Nous avons les lettres accentuées. A, E, U, accent grave. A, E, I, O, U circonflexe, A, E, I, O, U tréma, et puis des capitales, des majuscules accentuées. E aigu, E grave, E circonflexe, E tréma, C cédille majuscule. Depuis ici jusqu'en bas, plus d'ordre alphabétique, ce sont les minuscules, minus petit en latin. Alors, toutes les lettres les plus utilisées sont groupées au centre afin d'accélérer la composition manuelle, et puis, bien sûr, sur un bord et sur l'autre de la casse, des lettres plus rares. Quelle est la lettre la plus utilisée en français, en anglais et en allemand? Vous le savez, c'est le E. Il se trouve ici, c'est le castin, le compartiment de casse le plus gros de toute cette casse. Voilà comment les choses se passent pour les lettres. Par ordre d'importance, E, S, I, R, T, A, N, U, L, B, C, C, D minuscule, la lettre G, la lettre Q, la lettre N, la lettre D, le trait d'union, l'apostrophe, le C, le M, le U, le point, la virgule. Évidemment, on a besoin de la ponctuation. Le deux points, ouverture et fermeture de parenthèses, ouverture et fermeture de guillemets, etc., etc., etc. Et nous avons bien sûr les chiffres, ils sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. X, Y, Z, L, V, M, B, C, C, D minuscules, etc. Voilà, alors maintenant nous allons composer, donc nous avons un composteur ici. À l'époque, bien sûr, il était en bois, en principe en chêne. Alors, Gutenberg, G majuscule, U, T, E, N, B, E, R, L, G. Gutenberg. Alors, on est bien d'accord, vous êtes comme moi, vous lisez à l'envers, et on sait que si on imprimait ceci, ça s'imprimerait à l'endroit. Par contre, peut-être pensez-vous différemment de moi, dans le sens que, voyant et lisant que c'est à l'envers, vous pensez peut-être que c'est moi qui aurais tourné les lettres à l'envers. Il n'en est rien. En réalité, toutes les lettres sont fondues à l'envers, sont fabriquées à l'envers, et je les ai orientées à l'endroit pour retrouver l'endroit à l'impression. Alors, comment est-ce qu'on retrouve l'endroit? Eh bien, on va prendre par exemple la dernière lettre, le G. Vous voyez, derrière chaque lettre, vous avez une petite encoche qui s'appelle le cran, qui m'indique où est l'endroit et que je dois tourner contre moi, donc elle n'apparaît pas ici. Si je prends toute la ligne, vous devez voir une ligne continue. Donc, nous remettons en place. Merci de votre visite, monsieur, dame, et pour vous remercier, nous allons vous laisser quelque chose de tangible. Vous voyez ce sachet, eh bien, dans lequel vous avez, eh bien, ceci tout à fait gratuitement. Vous avez le même exemplaire que celui que je vous ai imprimé tout à l'heure, sauf que, bien sûr, à cause du séchage de l'encre, nous avons été obligés, mon épouse et moi-même, d'en imprimer d'avance, plus 4 encarts techniques très intéressants sur les débuts de l'imprimerie moderne. Voici. Et puis alors, vous avez remarqué que nous avons aussi tout un rayon biblique. Nous sommes dans un village du livre.
un rayon biblique dans lequel vous trouvez un petit assortiment de Bibles, de versions différentes, d'ouvrages pour la jeunesse. Et puis vous avez également tout un rayon, ici c'est le rayon des Bibles en langue européenne et ici extra-européenne. Tout ceci est à votre entière disposition et nous sommes très heureux encore de votre visite. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Comprends-tu comment les nuages se balancent entre terre et ciel ? Pourrais-tu lier ensemble les Pléiades ou détacher les cordages d'Orion ? Pourrais-tu conduire la grande ours avec ses filles ? Le ciel raconte la gloire de Dieu. C'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Or, la foi est l'assurance des choses que l'on espère et la conviction de celles qui ne se voient pas.